J'étais en train d'accoucher, je saignais. J'ai supplié ma mère de m'emmener à l'hôpital. Mon beau-père m'a donné un coup de pied dans le ventre et m'a crié « Crève ». Mon bébé n'a pas survécu. Je les ai fait supplier pour leur vie au tribunal. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire. Ensemble. Les petites mains de la brassière en laine étaient si minuscules que je pouvais les couvrir entièrement avec le bout de mon pouce. Elles étaient d'un jaune pâle, comme les premiers rayons du soleil un matin de printemps. Pendant que je repliais les petits vêtements, un sourire se dessina sur mon visage sans que je le veuille. J'imaginais ses petits doigts potelés s'agitant dans ses manches, ses poings minuscules serrés avec force. « Luna » murmurai-je dans le silence de ma chambre, testant encore une fois le nom sur mes lèvres. Ça sonnait parfait, comme une douce mélodie. Luna, ma lune. À 20 ans, je sentais que ma vie avait enfin une direction, un but qui grandissait et bougeait en moi. C'est alors que je le sentis, une crampe aiguë, comme une griffe invisible serrant mon ventre au plus profond et m'arrachant le souffle. La petite brassière jaune tomba de mes mains. Je me pliai en deux sur le lit avec un halètement étouffé, espérant que la douleur passerait. Peut-être que ce n'était qu'une de ces fausses contractions dont parlaient les livres. Mais la griffe serra de nouveau, plus fort cette fois, comme une vague de feu qui me traversait le bas du dos. La sueur froide perla sur mon front. Ce n'était pas faux. C'était réel. Ma chambre, la plus petite de la maison, dans le quartier contrit à Monterrey, me sembla soudain une cage. Les murs bleus délavés semblaient se rétrécir autour de moi. Avec une main posée fermement sur mon ventre gonflé et l'autre appuyée sur le mur pour garder l'équilibre, je sortis dans le couloir. Chaque pas était un effort énorme. La vieille moquette râpait la plante de mes pieds nus. La lumière vacillante du téléviseur débordait du salon. Là, ma mère, Laetitia, était affaissée sur le canapé en simili-cuir craquelé avec un verre de vin rouge à moitié vide dans la main. La télénovela de 21h arrivait à son sommet. Les acteurs criaient sur des trahisons et des amours impossibles, mais ma mère ne les regardait pas vraiment. Ses yeux étaient perdus, vitreux, comme presque toujours depuis la mort de papa. Maman, réussis-je à dire, ma voix n'était qu'un fil tremblant. Elle tourna la tête lentement avec une expression agacée. Ses yeux se posèrent sur mon ventre, puis sur mon visage tordu par la douleur. Il n'y eut ni alarme ni inquiétude, seulement une lassitude infinie. « Et qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle d'une voix lourde de vin. « J'ai mal, je crois que c'est l'heure. » Les mots s'entrechoquaient avec mes halètements. « Il faut aller à l'hôpital, au Santa Engracia, comme le docteur l'a dit. » Laetitia soupira, un long soupir lourd qui remplit toute la pièce. Elle prit une gorgée de son vin, laissant une tache pourpre sur le bord du verre. « Toujours en train d'exagérer, Sochi, toujours avec tes drames. » Elle se remit dans le canapé, me tournant le dos. « Assieds-toi un peu, bois une tisane de camomille ou quelque chose, ça passera. »« Non maman, c'est différent, » insistai-je, m'approchant d'elle, agrippé au dossier du canapé comme à une bouée de sauvetage. Une autre contraction me frappa, si violente qu'un gémissement m'échappa. Je sentis mes jambes fléchir. « S'il te plaît, il faut y aller maintenant. » Elle tourna la tête et, un instant, je vis quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la compassion, c'était de la peur. Mais ce n'était pas la peur pour moi, c'était la peur de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et la source de sa peur entra dans la maison, Ramiro, mon beau-père. Sa silhouette massive remplit le cadre de la porte. L'odeur de bière bon marché et de sueur rance le précédait. Ses bottes de travail couvertes de poussière de ciment résonnaient sur le sol comme des coups de marteau. Ses yeux injectés de sang parcoururent la pièce et se fixèrent sur moi, plié de douleur près du canapé. « Et c'est quoi encore ce scandale » aboya-t-il. Sa voix était rauque, pleine d'une colère contenue. Le mépris dans la voix de Ramiro n'était pas nouveau. C'était l'air que je respirais depuis 7 ans, un poison lent qui s'était infiltré dans chaque recoin de la maison, salissant les souvenirs heureux jusqu'à presque les effacer complètement. Alors que la douleur de la contraction me secouait, mon esprit, comme un animal effrayé cherchant refuge, s'enfuit dans le passé, vers l'avant. Avant Ramiro. Avant, cette maison sentait le bois fraîchement coupé et le vernis. Mon père, Rogelio, était charpentier, un homme avec de grandes mains calleuses,
mais avec un toucher si doux qu'il pouvait réparer l'aile cassée d'un petit oiseau sans lui faire mal. Je me souviens du soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre de l'atelier, l'air rempli de poussière dorée et le bourdonnement régulier de sa scie. Mon souvenir le plus précieux est un samedi après-midi. J'avais environ 12 ans. Il ponçait un morceau de cèdre et l'odeur douce et résineuse emplissait l'air. Sans ça, ma fille, me dit-il en approchant le bois de mon nez. Chaque arbre a sa propre chanson, son propre parfum. Il faut apprendre à écouter avec ton nez. Il me promit que lorsque j'aurais un bébé, il construirait lui-même le plus beau berceau du monde avec du bois de cèdre, pour que ses rêves sentent la forêt. Cette promesse partit en fumée un mardi pluvieux, quand une poutre s'écroula sur le chantier où il travaillait. Papa ne rentra jamais à la maison. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Ma mère, Laetitia, se fana. Le rire disparut de ses yeux, remplacé par une ombre permanente. Pendant un an, nous fûmes seulement toutes les deux, flottant comme des fantômes dans une maison trop grande et trop vide. Puis Ramiro apparut. Il était le patron d'une petite entreprise de construction, le genre d'homme qui parle en criant et tape dans le dos si fort que ça fait mal. Il était plus âgé que ma mère, avec un début de ventre et une confiance en lui qui frôlait l'arrogance. Au début, il fut attentionné. Il apportait des fleurs, payait les factures en retard, promettait de prendre soin de nous. Laetitia, désespérée de trouver une ancre dans sa mer de chagrin, s'accrocha à lui. Ils se marièrent moins d'1 an après la mort de papa. Le premier changement fut subtil. Un jour, je rentrais de l'école et le vieux fauteuil à bascule de papa, qu'il avait fabriqué lui-même, n'était plus dans le salon. À sa place, il y avait un horrible fauteuil inclinable en faux cuir. Puis sa boîte à outils disparut de l'atelier. Ramiro la remplaça par ses propres affaires, perceuse industrielle et scies électriques bruyantes, furieuses, pas comme le chant du bois de papa. Un jour, je le trouvai dans la cour, prêt à brûler la boîte de chute de bois de cèdre que mon père gardait. Je courus et l'arrachai de ses mains. Son regard fut glacial. « À quoi ça sert, cette poubelle ?» grogna-t-il. Cette nuit-là, je l'entendis crier à ma mère dans leur chambre. « Je ne veux pas du fantôme d'un autre homme dans ma maison. » Compris. À partir de ce jour, l'atelier devint son entrepôt personnel et la porte resta toujours fermée à clé. La naissance de sa fille, Marisol, quelques années plus tard, scella mon statut d'étrangère. Marisol avait mon âge, mais elle venait d'un monde de privilèges que je ne connaissais pas. Pour elle, il y avait toujours des vêtements neufs, le dernier modèle de téléphone, la permission de sortir avec ses amis. Pour moi, il y avait des reproches pour l'argent dépensé dans mes livres du lycée et des vêtements hérités de cousines lointaines. Marisol était sa princesse, le reflet de son succès. Moi, j'étais le rappel vivant de l'homme qui l'avait remplacé. Le jour où j'osais lui demander de l'argent pour le voyage de fin d'études du lycée, il rit à mon visage. « Les voyages, c'est pour ceux qui les méritent, pas pour les parasites, dit-il devant Laetitia et Marisol. Ma mère ne dit rien, elle se servit juste plus de vin. Marisol lâcha un petit rire moqueur. Ce jour-là, je décidai qu'il fallait que je parte de là. Je commençai à travailler les week-ends dans une boulangerie, gardant chaque peso, rêvant de louer une petite chambre et d'étudier pour devenir infirmière. C'est dans la boulangerie que je rencontrai Armando. Il était doux, travailleur, et ses yeux ne me voyaient pas comme un poids, mais comme Sochi. Il m'offrait des conchas sucrés et me faisait rire. Pour la première fois depuis des années, je sentis que je pouvais respirer. Mais Ramiro ne tarda pas à le découvrir. Un soir, il m'attendit éveillé. Il sentait l'alcool. « Alors comme ça tu joues la pute avec ce mécano ?» siffla-t-il. Avant que je ne puisse répondre, sa main ouverte s'écrasa sur ma joue. Le coup me fit voir des étoiles. Je tombai au sol, plus de surprise que de force. Laetitia accourut depuis la cuisine. « Ramiro, s'il te plaît » supplia-t-elle. Il la saisit par le bras, serrant fort. Son visage était à quelques centimètres du sien. « Tu veux que je les mette dehors toutes les deux à minuit dans la rue ? C'est ça que tu veux. » Je vis la terreur pure dans les yeux de ma mère. Elle hocha la tête en tremblant et se retira en silence dans sa chambre, me laissant seul au sol avec ma joue en feu et mon cœur brisé. Quand j'ai su que j'étais enceinte d'Armando, le monde s'est écroulé sur moi. Armando, effrayé par la colère de Ramiro, disparut. Je les affrontai seul. La réaction de Ramiro fut volcanique. « Tu ramènes ta honte dans ma maison » rugit-il. « Tu vas ruiner ma réputation. »
Laetitia se lamentait seulement, que vont dire les voisins, que vont dire à l'église. Depuis ce jour je suis devenue sa prisonnière, l'incarnation de sa honte. Et maintenant j'étais là, avec le fruit de cette honte, selon eux, luttant pour sortir de mon corps. La douleur d'une nouvelle contraction me ramena brusquement au présent. Ramiro me fixait, ses narines dilatées comme celles d'un taureau prêt à charger. Je t'ai posé une question, grogna-t-il en avançant d'un pas menaçant. C'est quoi ce scandale? Laetitia se leva enfin du canapé, mais pas pour m'aider. Elle se plaça entre nous, les mains en geste de supplication. Ramiro, calme-toi. La fille croit qu'elle va accoucher. Croit, se moqua-t-il, la repoussant d'un geste qui faillit la faire tomber. Cette morveuse ne sait faire que des problèmes. Toute la sainte journée je bosse comme un âne pour qu'elle soit ici entretenue, et maintenant elle fait son numéro à minuit. Ce n'est pas un numéro. Soufflai-je en m'appuyant sur la table basse. Un froid me parcourait le dos. Je sentais une pression terrible, une envie de pousser qui me terrorisait. Le bébé arrive déjà. S'il te plaît Ramiro, j'ai juste besoin que quelqu'un m'emmène à l'hôpital. Ma voix était une supplique désespérée adressée non seulement à lui, mais aussi à la femme qui m'avait donné la vie et qui maintenant se recroquevillait dans un coin. Ramiro éclata d'un rire creux et désagréable qui rebondit sur les murs. Ah, maintenant tu as besoin de quelque chose. Maintenant que tu te tortilles comme une chatte en chaleur, là tu demandes de l'aide. Et qui va payer l'hôpital de luxe, hein? Le mécano crasseux qui t'a mise enceinte et qui s'est enfui. Chaque mot était un coup destiné à blesser, à humilier. Marisol apparut dans le couloir, attirée par les cris. Elle portait un pyjama en soie rose et bâillait en se frottant les yeux. En me voyant, son expression endormie devint du pur mépris. « Pourquoi tu cries comme ça ? Certains essaient de dormir, dit-elle de sa voix aiguë. Ta demi-sœur est en train de faire un de ces. L'informa Ramiro sans me quitter des yeux. S'il vous plaît, suppliai-je en ignorant Marisol, mes yeux fixés sur ceux de ma mère. Elle détourna le regard, incapable de soutenir mes yeux. Elle se tordait les mains, son visage était un masque d'hésitation et de peur. Maman, s'il te plaît, c'est ton petit-fils. Ce mot sembla allumer quelque chose en Ramiro. Petit-fils? Ce bâtard n'est rien à moi. C'est une tache sur le nom de cette famille, tout comme toi. Une autre contraction me secoua avec une violence inouïe. Un cri déchirant m'échappa, un son animal, primitif. Je me pliai en deux et sentis un jet de liquide chaud couler le long de mes jambes, trempant mon bas de pyjama et formant une flaque sur le sol carrelé. La poche des os venait de se rompre. Le panique s'empara de moi, froide et paralysante. Maman, la poche est rompue. Il faut partir maintenant. Marisol fit une grimace de dégoût. Burk. Elle a sali tout le sol. Laetitia réagit enfin, mais pas comme je l'espérais. Elle courut à la cuisine, non pour prendre les clés de la voiture, mais pour prendre une serpillière. Elle commença à nettoyer le liquide amniotique autour de moi avec des gestes frénétiques, comme si elle effaçait la preuve de mon existence. Me regarde le bazar que tu as fait, Sochil. Ramiro venait de nettoyer aujourd'hui. L'absurdité de la situation, la terreur et la douleur se mêlaient en une hystérie grandissante. J'étais en train d'accoucher sur le sol du salon et ma mère ne pensait qu'au ménage. « T'es sourde ou quoi ?» lui criai-je, la voix brisée par les larmes et l'effort. « Ton petit-fils va mourir si on ne fait rien. » Ramiro fit un pas en avant. Son ombre me couvrit complètement. Il se pencha, son souffle empestant l'alcool et la rage. Ses yeux étaient deux puits de haine. « Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde, » siffla-t-il d'une voix dangereusement basse. Et à cet instant, je sus qu'il n'y avait plus d'espoir. La porte de l'enfer n'était pas sur le point de s'ouvrir. Elle était déjà grande ouverte et j'étais juste sur le seuil. Le monde se réduisit à un tunnel de douleur. Le motif fleuri du canapé, les fissures du plafond, le visage indifférent de ma mère, tout se dissolvait dans une brume floue à chaque nouvelle vague d'agonie. Mes mains s'agrippaient à mon ventre, un geste instinctif, désespéré, comme si je pouvais retenir de mes propres doigts la vie qui luttait pour sortir. Ou peut-être comme si je pouvais la protéger de la méchanceté qui l'entourait. Maman. Le mot sortit de mes lèvres comme un souffle brisé. C'était la dernière braise d'espoir à laquelle je m'accrochais. Quelque part, au fond de moi, la petite fille que j'avais été croyait encore que sa mère la sauverait,
qu'elle se réveillerait de sa torpeur et se rappellerait que j'étais sa fille, son sang. Mais la femme qui me regardait de l'autre côté de la pièce n'était pas ma mère. C'était l'épouse de Ramiro, une étrangère avec ses yeux, sa bouche, ses cheveux. Son visage était un masque de plâtre impassible. Elle se contenta de secouer la tête, un geste presque imperceptible, mais qui pour moi fut aussi définitif qu'une condamnation à mort. Elle avait choisi et elle ne m'avait pas choisi. Ramiro sembla interpréter ce signe comme un feu vert. Un sourire tordu, cruel, se dessina sur son visage. « T'as entendu ta mère » dit-il en savourant chaque syllabe. Plus de drame dans cette maison. Une contraction, la plus brutale jusqu'ici, m'arracha un cri qui déchira l'air. Je me cambrai en arrière, mon corps convulsant hors de mon contrôle. Dans ce moment de vulnérabilité totale, avec mes muscles tendus et mon esprit noyé dans la douleur, il bougea. Ce n'était pas rapide. C'était délibéré, calculé. Il leva sa jambe droite, celle qui portait cette lourde botte de travail à bout en acier, celle qu'il utilisait pour frapper des gravats et abattre des murs. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla se figer. Je vis le cuir usé de la botte, les taches de ciment sec, les lacets épais. Je vis l'impulsion de son corps, la torsion de sa hanche. Je vis l'intention meurtrière dans ses yeux. Mon esprit cria « non », mais mon corps ne put réagir. J'étais piégé, cloué au sol par ma propre douleur. Et puis l'impact. Il n'y eut pas un bruit fort, juste un coup sourd, humide, qui sembla résonner dans mon propre crâne. La pointe de sa botte s'enfonça dans le côté droit de mon ventre. L'air fut expulsé de mes poumons dans un sifflement aigu. Le monde devint blanc, une explosion de lumière aveuglante derrière mes paupières. La douleur initiale de la contraction fut annihilée, remplacée par quelque chose de nouveau, d'infiniment pire. C'était une douleur déchirante, tranchante, comme si 1000 couteaux brûlants me déchiraient de l'intérieur. Je sentis un tiraillement violent, une déchirure interne qui me fit hurler d'une façon que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri de mort, le son de quelque chose qui se brise pour toujours en moi. Je tombai sur le côté dans la flaque de liquide amniotique, ma joue collant au carrelage froid. Mes bras, par pur instinct, s'enroulèrent autour de mon ventre, essayant de protéger mon bébé, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. À travers le brouillard blanc de la douleur, j'entendis la voix de Marisol, un cri aigu. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Pour la première fois, il y avait un peu d'horreur dans son ton. Mais la voix qui me transperça vraiment fut celle de Laetitia. Ce n'était pas un cri ni un sanglot, c'était un souffle étouffé. Ramiro murmura, et dans ce seul mot j'entendis tout. La lâcheté, la complicité, la certitude qu'elle avait permis qu'on franchisse une ligne dont on ne reviendrait pas. Ramiro haletait comme s'il venait de faire un grand effort physique. Pour qu'elle apprenne, grogna sa voix rauque. Pour qu'elle apprenne à me respecter. Je me recroquevillai sur le sol, tremblant de façon incontrôlable. Un nouveau type de chaleur, épaisse et collante, commença à se répandre le long de mes jambes. C'était du sang, beaucoup de sang. Je regardai en bas et vis la tache sombre s'étendre sur mon pyjama clair, se mêlant au liquide amniotique. L'odeur métallique emplit l'air. Luna. Ma lune. Une terreur glacée, plus profonde que toute douleur physique, s'empara de moi. Mon bébé était en danger. Mon bébé était en train de mourir. Du sang, murmurai-je, le mot à peine un souffle. Ma voix ne me semblait plus la mienne. Ça saigne. Maman, aide-moi. Je levai les yeux en cherchant désespérément son regard. Je le trouvai une seconde. J'y vis l'horreur reflétée, la compréhension de ce qui se passait. Mais ensuite, quelque chose se ferma, comme un volet d'acier. La peur pour sa propre sécurité, pour sa vie confortable construite sur la lâcheté, l'emporta sur l'instinct maternel. Elle détourna le regard. C'est à ce moment-là que Ramiro rit. Ce n'était pas un rire de joie, mais un son guttural, triomphant. Le son d'un prédateur qui a brisé sa proie. « Regarde ce que provoquent tes caprices », dit-il en montrant la flaque qui grandissait à mes pieds. Là, oui, tu as fait un beau désastre. Il se pencha, non pas pour m'aider, mais pour me parler à l'oreille. Son souffle fétide me frappa le visage. « Ça t'arrive parce que tu veux amener des ordures dans ma maison, parce que tu veux salir mon nom de famille. » « S'il te plaît, gémis-je. La douleur était un brouillard rouge qui dévorait tout. L'hôpital, mon bébé.
Laetitia, comme un automate, bougea. Ses mains tremblaient quand elle posa le verre de vin sur la table avec un bruit sourd. Le vin rouge se répandit sur le bois, semblant être une autre tache de sang sur la scène d'un massacre. Elle marcha vers moi et, l'espace d'un instant, une étincelle d'espoir s'alluma dans ma poitrine. Elle allait m'aider, elle allait enfin lui tenir tête. Mais non. Elle s'arrêta à 1 mètre. Sa voix, quand elle parla, fut aussi tranchante et froide qu'un morceau de glace. On a mieux à faire que de sauver une erreur. Une erreur. C'est ainsi qu'elle appela sa petite fille. Ma fille. Cette phrase fut plus douloureuse que le coup de pied. Le coup avait brisé mon corps, mais ces mots déchirèrent mon âme. Ramiro hocha la tête, satisfait. Tu l'as entendu. Il me saisit le bras avec une force brutale, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. La douleur me fit crier à nouveau. Allez, lève-toi, ordure. Il me traîna sur le sol. Mes jambes ne répondaient plus, c'étaient des poids morts. Mes talons laissaient une traînée de sang sur les carreaux couleur crème. Nous passâmes devant Marisol, figée dans le couloir, les yeux grands ouverts. Nous passâmes devant Laetitia, qui se couvrit le visage de ses mains non pas pour pleurer, mais pour ne pas voir, pour ne pas être témoin. Non, s'il vous plaît, non, suppliai-je en essayant de m'agripper à l'encadrement de la porte. Mes ongles râpèrent le bois. Mon bébé, ne me mettez pas dehors. La porte d'entrée s'ouvrit d'un coup et l'air froid de l'aube à Monterrey me gifla. C'était un air humide, chargé d'odeurs de terre mouillée et de fumée lointaine de la raffinerie. Ramiro me traîna sur le seuil et me jeta sans ménagement sur le perron en ciment. Je tombai à genoux. L'impact me secoua jusqu'aux os. Le froid du ciment traversa mes vêtements mouillés et me glaça. Reste là et pourri, cracha Ramiro depuis la porte. Meurs dans la rue, ça m'est égal. Et alors je vis ma mère pour la dernière fois cette nuit-là. Elle passa la tête derrière lui. Son visage était pâle, ses yeux vides. Elle ne dit rien. Elle ne fit rien. Elle regarda simplement sa fille, en plein travail et en sang, abandonnée à son sort. La porte se referma avec un coup qui fit vibrer le sol. Puis vint le son le plus terrible de tous, le bruit métallique et définitif du verrou qui tourne. Clic. J'étais enfermé dehors, seul. Le monde se réduisit au petit perron en ciment, à l'obscurité de la rue déserte et à la douleur insupportable qui me consumait. Je restais à genoux, tremblant, avec le sang de ma fille coulant le long de mes jambes, pendant que de l'autre côté de la porte la vie de ma famille continuait, indifférente à mon agonie. Le silence qui suivit le coup de porte fut plus assourdissant que n'importe quel cri. La lumière du porche s'éteignit, me plongeant dans une quasi-obscurité, seulement brisée par la lueur orangée d'un lampadaire lointain. Je restai là, à genoux sur le ciment glacé, pendant un temps qui me parut une éternité. Le seul son était ma propre respiration, hachée et sifflante, et le goutte-à-goutte constant de mon sang formant une flaque sombre à mes pieds. Un instinct de survie, faible mais tenace, m'obligea à bouger. Je devais me lever. Je devais demander de l'aide pour Luna. M'agrippant au mur en stuc rugueux, j'arrivai à me remettre debout. Le monde vacilla autour de moi. Chaque muscle de mon corps criait sa protestation. À pas maladroit et hésitant, je descendis les 2 marches du perron et commençai à marcher sur le trottoir. Je n'avais pas de chaussures. Les petits cailloux et l'asphalte cassé s'enfonçaient dans la plante de mes pieds, mais je sentais à peine la douleur. Toute ma conscience était centrée sur le feu qui brûlait dans mon ventre. « Ah tiens bon, mon amour », murmurai-je à ma fille d'une voix rauque. « Ah tiens encore un peu. Maman va trouver de l'aide. » Les maisons de la rue étaient sombres, leurs fenêtres comme des yeux fermés et aveugles à ma souffrance. Personne n'entendait mes gémissements. Personne ne voyait la silhouette ensanglantée qui rampait au milieu de la nuit. La normalité de tout cela était une torture. Derrière ces murs, les gens dormaient, rêvaient, vivaient leur vie, sans savoir l'enfer que je traversais à quelques mètres. 2 phares apparurent au loin, grandissant rapidement. Une voiture. J'agitai les bras avec le peu de force qui me restait, essayant de crier, mais seul un son rauque sortit de ma gorge. La voiture passa, si vite que ce ne fut qu'une traînée de lumière et de bruit. Elle ne ralentit même pas. J'étais invisible. Une autre contraction me frappa, et cette fois ce fut différent. Un spasme violent. Final. Je tombai au sol près du caniveau. Je n'avais plus la force de me relever. Je me recroquevillai en position fétale, serrant mon ventre,
essayant de donner à ma fille la dernière chaleur de mon corps. Le trottoir était froid et humide de rosée. L'odeur d'ozone avant la pluie emplissait l'air. C'est alors que je vis les lumières d'un camion. Elles étaient hautes, puissantes, et s'approchaient lentement. Le moteur diesel grondait dans le calme de la nuit. Je fermai les yeux en attendant la fin, mais le camion ne passa pas. Le bruit des freins à air fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les phares m'inondèrent de lumière. Un homme corpulent descendit de la cabine. Il portait une casquette de baseball et une chemise à carreaux. Son visage, éclairé par les phares de son camion, était rempli d'alarmes et de soucis. « Oh mon Dieu, mademoiselle, vous allez bien ?» cria-t-il en courant vers moi. Je ne pus pas répondre. Je ne pus que montrer mon ventre essangloté. Il comprit tout de suite. Il sortit son téléphone, ses gros doigts allant avec une rapidité surprenante. « Oh oui, une urgence. Une jeune femme enceinte. Elle saigne beaucoup, dans le quartier country, rue. » Il resta avec moi, à genoux sur l'asphalte sale, me parlant d'une voix douce, me disant que l'aide arrivait, que je n'étais pas seul. Il s'appelait Hector. Je n'oublierai jamais son nom. L'ambulance arriva dans un tourbillon de lumière rouge et bleue. Les ambulanciers me mirent sur une civière, me posèrent un masque à oxygène. J'entendis des morceaux de leur conversation, hémorragie massive, traumatisme abdominal sévère, je ne trouve pas de pouls fœtal. Chaque mot était un clou dans mon cercueil. À l'hôpital, tout fut un flou de blouse blanche, de lumière vive et d'odeur antiseptique âcre. On m'emmena au bloc opératoire. La dernière chose dont je me souviens, avant que l'anesthésie ne m'emporte, fut le visage d'une docteure, ses yeux pleins d'une compassion infinie. « Nous ferons tout notre possible, me dit-elle. Quand je me réveillai, la lumière du jour filtrait par la fenêtre. J'étais seul dans une chambre d'hôpital. Mon ventre était étrangement plat, vide. Une douleur sourde battait là où, avant, il y avait la vie. Je connaissais déjà la vérité, avant même que la docteure n'entre. Elle me l'a dit avec douceur, avec des mots soigneusement choisis, mais la vérité était brutale et sans phare. Il y avait eu un décollement du placenta causé par un traumatisme sévère. Ils avaient tout tenté. Ma fille, Luna, n'avait pas survécu. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je restais simplement à regarder le mur blanc, sentant un vide si immense qu'il menaçait de me dévorer. C'était une douleur au-delà des larmes. Des heures plus tard, une infirmière m'apporta mes affaires dans un sac en plastique. Parmi elles se trouvait mon téléphone. Je l'allumai machinalement. Il y avait un message de ma mère. Mon cœur fit un bond. S'était-elle repentie? Était-elle inquiète? J'ouvris le message. Ce n'était que 3 mots. 3 mots qui transformèrent ma douleur en quelque chose de complètement différent, quelque chose de dur, froid et tranchant comme l'acier. Le message disait « Arrête de nous faire honte ». À cet instant, la Sochile qui suppliait et pleurait mourut avec sa fille. Et quelque chose de nouveau naquit à sa place, quelque chose qui ne ressentait plus la douleur. Je ne ressentais que la glace de la fureur et le poids d'une promesse. Le monde à l'extérieur de l'hôpital était un flou sans sens. Les bruits de la circulation, les conversations des gens, le soleil brillant, tout semblait appartenir à une réalité parallèle dont j'avais été expulsé. Ma tante Amparo arriva comme un tourbillon d'embrassades et de larmes retenues. C'était la sœur cadette de mon père, et dans ses yeux je vis la même douleur honnête et sans fard qu'il avait autrefois. Elle ne posa pas de questions stupides du genre « Comment ça va ?» Elle me serra simplement pendant que je tremblais en silence, et sa présence fut la seule encre qui m'empêcha de me dissoudre dans le néant. Ce fut elle qui s'occupa de tout. Elle parla avec les médecins, signa les papiers et me sortit de cet endroit au mur blanc qui était devenu une tombe pour mes espoirs. Elle m'emmena dans sa petite maison de la Colonia Moderna, un autre monde, loin de l'opulence prétentieuse de country. Sa maison sentait le café de pot et le linge propre, l'odeur de la normalité, d'une vie que je sentais ne plus jamais pouvoir retrouver. Les funérailles de Luna eurent lieu 2 jours plus tard. Ce fut un jour gris, de ceux où le ciel de Monterrey ressemble à un couvercle de plomb. L'air était chargé d'humidité et d'une tristesse qui collait à la peau. Nous étions dans un petit cimetière à la périphérie de la ville. Nous n'étions que 3. Ma tante Amparo, Hector le routier dont le visage tanné était sillonné par l'angoisse et moi. Le cercueil était minuscule, blanc, si petit qu'il me brisait le cœur. Pendant que le fossoyeur le descendait en terre, je ne pus m'empêcher de penser au berceau en cèdre que mon père m'avait promis.
Ma fille n'aurait ni berceau ni rêve, seulement cette petite boîte blanche et la terre froide. Hector, avec une maladresse touchante, déposa un petit bouquet de marguerites sauvages sur la terre fraîchement remuée. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle, murmura-t-il, et je vis des larmes sincères dans ses yeux. Un inconnu avait été plus ému par ma perte que ma propre mère. L'ironie était si cruelle que j'en eus presque envie de rire. Quand Hector partit, nous restâmes seuls, ma tante et moi, face à la petite tombe. Le vent soufflait, agitant les feuilles des arbres voisins. « Tu n'es pas seule, ma fille, dit tante Amparo en passant un bras autour de mes épaules. Tu m'as moi. Nous sortirons de ça ensemble. » Je remerciai sa chaleur, son amour inconditionnel, mais à ce moment-là je me sentais plus seul que jamais, parce qu'il y avait en moi une partie que personne ne pouvait atteindre, un endroit sombre et glacé où la douleur n'était plus seulement de la tristesse, c'était un moteur. Je m'agenouillai et posai ma main sur la terre humide. Elle était froide. J'imaginais ma petite lune là-dessous, seule dans l'obscurité, et je lui parlais en silence non pas avec la voix d'une mère brisée, mais avec celle d'un juge qui prononce une sentence. « Luna, ma fille, pardonne-moi. » La première partie fut une prière silencieuse. Pardonne-moi de n'avoir pas été plus forte, de ne pas t'avoir protégée, d'avoir cru jusqu'au dernier moment que l'amour d'une mère suffirait pour te sauver. Je t'ai laissé tomber. Je sentis une larme, une seule glisser sur ma joue et tomber sur la terre. Ce fut la dernière que je verserais par tristesse. Celle qui viendrait ensuite serait de rage. Mais je te fais une promesse ici, sur ta tombe. Je le jure sur la mémoire de ton grand-père, sur chaque petit coup que tu as donné en moi, sur chaque rêve que j'ai eu avec toi. Je jure que je ne me reposerai pas tant qu'ils n'auront pas payé pour ce qu'ils t'ont fait. L'homme qui t'a arraché la vie avec sa botte et la femme qui a regardé en silence ressentiront ce que c'est que de tout perdre. Ils ne connaîtront pas la paix, ils ne connaîtront pas le pardon. Je ferai que leur nom soit synonyme de honte. Je les ferai s'agenouiller et supplier pitié et ils ne la trouveront pas. Ce n'est plus une histoire de douleur, mon amour. C'est une histoire de vengeance. Et je serai son bourreau. Je me relevai. Le vent souffla fort, comme si la nature elle-même scellait mon serment. Je regardai ma tante, et elle dut voir le changement sur mon visage, car son expression de tristesse se mêla à une surprise, presque de la peur. La fille docile et effrayée avait été enterrée aux côtés de sa fille. Celle qui se tenait maintenant devant cette tombe était une autre personne, une femme avec un but. Et ce but était la justice, une justice implacable. Les jours suivants furent un limbe gris. Je vivais dans la chambre d'amis de ma tante Amparo, un espace petit mais sûr. Je passais des heures à regarder le plafond, à revivre chaque seconde de cette nuit infernale. Le coup de pied, la porte qui se ferme, le message, les mots de la docteure se répétaient dans ma tête comme un film en boucle chaque fois plus net, chaque fois plus douloureux. Ma tante me soignait avec une dévotion silencieuse. Elle m'apportait des assiettes de nourriture que je touchais à peine, me préparait des tisanes pour les nerfs, et s'asseyait à côté de moi sans rien dire. Sa simple présence était un baume, mais je savais que je ne pouvais pas rester comme ça pour toujours. La douleur, si on ne la canalisait pas, me consumerait. Mon serment à Luna était la seule chose qui me maintenait à flot. Ce fut tante Amparo qui mentionna le nom de Graciela Reyes. C'est la fille d'une vieille amie à moi, me dit-elle un après-midi. Elle est une jeune avocate, mais on dit que c'est une lionne, surtout dans les affaires de femmes. Peut-être que tu devrais lui parler. L'idée me terrifia. En parler à une étrangère, exposer ma blessure la plus profonde. Mais l'image du visage satisfait de Ramiro apparut dans mon esprit et je sus que je devais le faire. Le cabinet de maître Reyes était au centre, dans un vieil immeuble bien entretenu. Un petit espace, rempli de livres et de dossiers. Graciela Reyes n'était pas comme je l'avais imaginé. Elle était jeune, peut-être pas beaucoup plus âgée que moi, en jean et blouse simple. Mais ses yeux, sombres et intelligents, avaient une intensité qui te faisait sentir qu'elle pouvait te voir à travers. Je lui racontais tout. Ma voix tremblait au début, mais à mesure que je parlais, un calme étrange s'empara de moi. Je ne mis aucun détail. Les années de mépris, l'interdiction de voir Armando, la nuit de l'agression, le message de ma mère. Quand je finis, la pièce resta silencieuse. Graciela me regardait fixement, avec une expression mêlant fureur contenue et profonde empathie. « Sochil, dit-elle enfin d'une voix ferme mais douce. Ce qu'ils t'ont fait n'est pas seulement une tragédie familiale, c'est un crime. Un homicide au minimum, et nous allons faire en sorte qu'ils paient pour ça.
Je sentis un nœud dans la gorge. C'était la première fois que quelqu'un, à part ma tante, validait ma douleur et l'appelait par son nom, un crime. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, continua-t-elle en se penchant sur son bureau. Au tribunal, ta parole contre la leur sera une bataille en montée. Ils ont de l'argent, un statut social. Ils engageront les meilleurs avocats. Ils diront que tu es une fille à problème, instable, que tu inventes tout par dépit. Ils diront que tu es tombée. Ils diront que le stress de la grossesse a causé la perte. Ils vont essayer de te détruire, de te peindre en folle, en menteuse. Chaque mot était comme un coup. C'était exactement ce qu'ils feraient. Ta douleur, aussi réelle soit-elle, ne suffit pas pour un jury. Nous avons besoin de preuves. Des preuves irréfutables qui les laissent sans échappatoire. Elle fit une pause en me regardant droit dans les yeux. Tu comprends ce que je te dis? J'acquiesçai, même si un frisson froid me parcourait le dos. Gracilla ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un petit objet noir et métallique. C'était un enregistreur vocal numérique, pas plus grand que mon pouce. Elle le fit glisser vers moi sur la table. Ceci, dit-elle, sera ton arme. C'est l'arme de ceux qui n'ont pas de pouvoir. Tu vas retourner dans cette maison. Mon cœur s'arrêta. Retourner. Non, je ne peux pas. La panique me saisit. La simple idée de franchir à nouveau ce seuil me donnait la nausée. Mais si, tu peux, dit Gracilla avec une assurance que je ne ressentais pas. Tu vas y retourner avec un prétexte, que tu dois récupérer tes affaires, ton acte de naissance, n'importe quel motif. Et chaque fois que tu iras, tu emporteras ça avec toi. Allumé. Tu les feras parler. Ne les accuse pas, ne les affronte pas. Fais la victime, la fille repentante. Dis-leur qu'il te manque, que tu te sens seul. Les gens comme eux, les narcissiques, les abuseurs, ne peuvent pas résister à se vautrer dans leur pouvoir. Ils se vanteront, ils avoueront. Et toi, Sochil, tu enregistreras chacun de leurs maudits mots. Je regardais le petit enregistreur sur la table. Il paraissait si insignifiant, si fragile, et pourtant j'en sentais le poids. C'était la clé de ma vengeance, mais c'était aussi le billet de retour vers mon enfer personnel. La peur luttait contre la haine en moi. D'un côté, la terreur paralysante de revoir Ramiro, d'entendre la voix de ma mère. De l'autre, le souvenir de la tombe de Luna, de ma promesse. Je levai les yeux et croisai le regard de Gracilla. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, mais du respect. Elle vit le combat en moi et attendit. Je pris une grande inspiration. L'image de la petite brassière jaune apparut dans mon esprit. L'avenir qu'on m'avait volé. J'allongeai la main, mes doigts tremblants se refermant sur le froid de l'enregistreur. Je le ferai, dis-je. Ma voix n'était qu'un murmure. Mais dans ce murmure, il y avait une détermination d'acier. Le jour où je décidai de retourner dans cette maison, le ciel était gris-plomb, comme si toute la ville retenait son souffle. Avant de sortir, je vomis 2 fois dans la salle de bain de ma tante. C'était de la panique pure. Mon corps se souvenait du traumatisme, même si mon esprit essayait de le bloquer. Tante Amparo me prépara une tisane de tilleul et me serra fort dans ses bras. « Mais tu n'as pas à faire ça si tu ne veux pas, ma fille, dit-elle, la voix pleine d'inquiétude. « Mais si, je dois le faire, tante, répondis-je. Ma voix était plus ferme que ce que je ressentais. Pour Luna. Ma tante insista pour m'accompagner. Elle n'entra pas dans la maison, mais resta dans sa vieille sureau garée au coin de la rue, à surveiller. Sa présence là, à quelques mètres, fut l'encre qui m'empêcha de m'enfuir. Je sonnai. Le son résonna dans le silence de la rue, et dans ma tête il sonna comme une sentence. Laetitia ouvrit la porte. Son visage se crispa en un mélange de surprise et de méfiance. Elle avait vieilli en quelques semaines. Elle avait de grosses cernes, et ses cheveux, d'habitude teints et coiffés, laissaient voir des racines grises. « Sochil, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en bloquant partiellement l'entrée de son corps. Je mis en pratique le scénario répété avec Gracilla. Je baissai les yeux, haussai les épaules, me fis petite. « Maman, je suis juste venue récupérer quelques affaires. Mes vêtements, mes papiers, je n'ai rien. » Elle hésita un instant, puis soupira et se poussa de côté. « Entre, mais vite. Ramiro ne va pas tarder. »
L'intérieur de la maison sentait pareil, un mélange de nettoyant au pain et de vin rance que ma mère buvait toujours. Mon cœur martelait contre mes côtes. La main tremblante dans la poche de mon sweat, j'appuyai sur le petit bouton de l'enregistreur. Une minuscule lumière rouge clignota une fois et s'éteignit. Il fonctionnait. « Pourquoi tu as fait autant de scandales ?» fut la première chose qu'elle dit pendant que je marchais vers mon ancienne chambre. « Tu nous as mis dans la bouche de tous les voisins. Marisol a honte d'aller à l'école. »« Je n'ai fait aucun scandale, maman, dis-je d'une voix basse, en gardant un ton soumis. J'étais juste malade. »« Malade, souffla T.L. Tu as bourré la tête de mensonges à ta tante. Tu lui as dit qu'on t'avait mise dehors. Tu n'as pas honte ? » Je ne répondis pas. J'entrai dans ma chambre et commençai à mettre mes vêtements dans un sac poubelle. Chaque vêtement était un souvenir. La robe que j'ai mise à mon premier rendez-vous avec Armando, le sweat que je portais la nuit de l'agression. Tout était imprégné d'une vie qui n'existait plus. J'entendis la voiture de Ramiro se garer dehors. Mon sang se glaça. Il entra dans la maison en claquant la porte. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» aboya-t-il depuis le salon. Laetitia répondit tout bas, essayant de l'apaiser. « Elle est venue récupérer ses affaires, mon amour. Elle part tout de suite. » Il apparut sur le seuil de ma porte. Sa présence remplissait l'espace et m'étouffait. Il me regarda avec un pur mépris. Je gardai la tête baissée, concentré à plier un t-shirt, mes mains tremblaient tellement que je n'y arrivais presque pas. « T'as intérêt à pas aller bavarder partout, menaça-t-il. Sa voix était un grondement sourd. Ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. Compris ? Oui, Ramiro, chuchotai-je. Il sembla satisfait de ma soumission. Il s'adossa à l'encadrement de la porte, les bras croisés. Tu devrais me remercier, dit-il soudain. Je levai les yeux, confuse. Je t'ai ôté un problème de dessus. Un enfant sans père n'apporte que misère. Tu allais finir à mendier. Je t'ai rendu service. L'horreur de ces mots me coupa le souffle, mais je me rappelai les consignes de Gracila. Ne pas confronter. Ma main dans la poche se cramponna à l'enregistreur comme à un talisman. Je ne sais pas, dis-je. Ma voix tremblante était authentique. Là elle me manque beaucoup. Mais tu regretterais encore plus de ne pas avoir à avaler, se moqua-t-il. Ta mère et moi t'avons donné un toit, à manger, et tu nous paies en écartant les jambes au premier qui te parle gentiment. Ramiro, ça suffit, dit Laetitia depuis le couloir. Sa voix était faible, presque suppliante. Assez de quoi, hurla-t-il en se retournant vers elle. De dire la vérité ? Cette ingrate devrait être à genoux à nous remercier. Je lui ai appris ce que c'est que la discipline, quelque chose que son petit papa bon à rien n'a jamais fait. Je revins à la maison 3 fois de plus au cours des 2 semaines suivantes. Chaque visite était une torture psychologique, mais chaque fois je repartais avec plus d'or numérique. Une fois, je trouvai Laetitia en train de boire en plein après-midi. Elle gémit sur sa vie si difficile, sur comment j'avais ruiné la paix de son foyer. Je voulais juste une famille normale, sanglota T.L., mais toi et tes drames, vous avez mis Ramiro en colère. C'est de ta faute, Sochil. Tu l'as provoqué. La dernière fois que j'y allais, Ramiro était de bonne humeur. Il venait de conclure une bonne affaire. Pendant que je rangeais mes derniers livres, il se vantait de son succès, de comment tout le monde le respectait. Tu vois, me dit-il en montrant sa nouvelle montre en or. Voilà ce qu'obtient un vrai homme. Travail dur, respect. Essaie d'apprendre quelque chose. Essaie d'arrêter d'être un fardeau pour ta mère. Puis, avec un rire glaçant, il ajouta. Les gens me voient dans la rue et me saluent, dont Ramiro, quel plaisir de vous voir. Ils n'ont aucune idée de la leçon que j'ai dû te donner l'autre nuit. Ils croient que je suis un saint. Je sortis de cette maison pour la dernière fois, les joues humides de larmes silencieuses, mais avec un sombre sentiment de triomphe dans la poitrine. Je portais dans ma poche la corde avec laquelle ils se pendraient eux-mêmes. J'apportais les enregistrements à Gracila. Nous nous assîmes dans son bureau en silence pendant que l'audio passait sur un petit haut-parleur. La voix arrogante de Ramiro, les sanglots plaintifs de Laetitia, ma propre voix tremblante, tout remplissait la pièce, tissant une toile de cruauté et de lâcheté. Quand le dernier enregistrement se termina, Gracila éteignit le haut-parleur et me regarda. Ses yeux brillaient d'une fureur froide et contrôlée. Nous avons plus que suffisamment, dit-elle.
Sa voix n'était qu'un murmure. C'est de la dynamite pure, Sochi. Avec ça, on peut les détruire. Au cours des semaines suivantes, Gracila travailla sans relâche. Elle transcrivit chaque enregistrement, contacta Hector, le routier, qui accepta de témoigner sans hésiter, et prépara un dossier solide comme une forteresse. Moi, pendant ce temps, j'essayais de reconstruire ma vie. Je me suis inscrite à un cours de préparation au concours d'entrée à l'université. Étudier devint mon refuge, une façon de me prouver et de prouver au fantôme de Ramiro que je n'étais pas inutile. Ce fut fin avril que l'occasion parfaite, la scène de ma vengeance, tomba littéralement du ciel. Tante Amparo arriva un après-midi, agitée, avec un journal local à la main. « Mais tu ne vas pas croire ça », s'exclama-t-elle en me tendant le journal. Dans les pages société, il y avait une grande photo de Ramiro et Laetitia. Ils souriaient à la caméra, enlacés. Le titre disait « Ramiro y Fuentes et Constructora El Roble, hôte du gala caritatif annuel ». Mon cœur se mit à battre fort. Je lus l'article. La Gala por Nuestro Nino était l'événement caritatif le plus important de la haute société de Monterrey. Il se tiendrait dans la grande salle de l'hôtel Safi, et le point culminant de la nuit serait la remise du prix, valeur familiale de l'année. Le lauréat cette année-là, Ramiro y Fuentes. L'ironie était si grotesque, si obscène, qu'elle me donna la nausée. L'homme qui avait tué ma fille à coups de pied allait être honoré pour ses valeurs familiales. Le monde était fou. C'est une gifle en plein visage, dit tante Amparo, sa voix tremblant d'indignation. Mais moi, je vis autre chose. Je vis une scène, un micro, un public captif, les gens dont la vie était la seule chose qui importait à Ramiro et à Laetitia. Je vis l'endroit parfait pour faire exploser la bombe que Gracila et moi avions construite. « Tante, dis-je, l'esprit allant à toute vitesse, tu parles encore à ton amie Consuelo ? Celle qui travaille dans les banquets. » L'amie de ma tante Consuelo était la gérante de l'entreprise de Catherine, qui, par hasard, avait été engagée pour servir à la gala. C'était une coïncidence si incroyable qu'on aurait dit le destin. Cette même nuit, ma tante et moi sommes allés voir Consuelo. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Nous lui avons raconté une version éditée de l'histoire, que mon beau-père était un homme contrôlant, qu'il y avait eu une terrible dispute et qu'il m'avait mise à la porte, me laissant sans rien. Je l'ai supplié, les larmes aux yeux, de me donner une chance de travailler comme serveuse à la gala. Je lui ai dit que j'avais désespérément besoin d'argent pour mes études. Consuelo, une femme au grand cœur et amie de ma tante depuis plus de 20 ans, fut touchée. Elle hésita, expliquant que normalement il n'embauchait pas de personnel sans expérience pour des événements aussi importants. Mais ma supplication dans les yeux, et peut-être sa loyauté envers ma tante, la convainquirent. « D'accord, ma petite, dit-elle finalement en soupirant. Je te mettrai au service des boissons, loin des tables principales. Tu dois juste servir des verres et rester loin des problèmes. » Entendu, entendu, répondis-je, le cœur battant d'un mélange de terreur et d'euphorie. En sortant de chez elle, tante Amparo me regarda, les yeux pleins d'une nouvelle inquiétude. « Sochil, tu es sûr de ça ? C'est dangereux s'il te découvre. »« C'est la seule manière, tante, la coupai-je, la voix ferme. Je ne veux pas seulement qu'il aille en prison. C'est trop facile. Je veux leur enlever ce qu'ils aiment le plus, leur réputation, leur statut. Je veux que les mêmes gens qui les admirent voient les monstres qu'ils sont vraiment. Je veux que les applaudissements deviennent silence, et le silence, mépris. Je veux que la chute soit publique et douloureuse. » Ma tante ne dit plus rien. Elle vit dans mes yeux que ma décision était prise. La scène était prête. Les acteurs étaient en place. Et moi, la fille invisible, la victime silencieuse, j'étais sur le point de devenir la metteuse en scène de leur acte final. Le soir de la gala, l'air de la grande salle de l'hôtel Safi vibrait du murmure des conversations, du tintement des verres en cristal et de la musique douce d'un quatuor à cordes. Des femmes en robes de créateurs et bijoux étincelants glissaient dans la salle, tandis que des hommes en costumes coûteux parlaient affaires et politique. C'était un monde d'apparence, un théâtre où chacun jouait son rôle à la perfection. Et les acteurs principaux de cette nuit étaient Ramiro et Laetitia. Lui, serré dans un smoking prêt à éclater sur son torse bombé, paradait partout, serrant des mains, riant aux éclats, exudant la fausse assurance de l'homme parti de rien. Laetitia, à son côté, portait une longue robe à paillettes dorées qui criait « Nouveau riche ». Son sourire était tendu, répété devant le miroir, mais ses yeux bougeaient avec nervosité, cherchant l'approbation sur chaque visage.
Marisol les suivait comme une demoiselle d'honneur, en robe rouge, avec une expression d'ennui arrogant. Moi, je me déplaçais parmi eux comme un fantôme. Mon uniforme de serveuse simple pantalon noir et chemise blanche était ma cape d'invisibilité. Je portais un plateau de coupe de champagne, mon visage était un masque neutre, mes yeux observaient tout. Personne ne me prêtait attention. J'étais un élément du décor. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. Dans la petite poche intérieure de mon gilet, l'enregistreur numérique maintenant chargé d'un seul fichier audio monté par Gracila me paraissait un bloc de glace. Dans ma chaussure, sous la semelle, je portais une petite photo de l'échographie de Luna. La seule image que j'avais d'elle. C'était mon rappel, mon carburant. Je passais près de leur table, la principale, celle au pied de la scène. J'entendis Ramiro se vanter devant un gros entrepreneur. Le plus important dans la vie, c'est la famille, disait-il en posant un bras possessif sur les épaules de Laetitia. Sans base familiale solide, un homme n'est rien. Il faut protéger les siens au-dessus de tout. Je dus me mordre la lèvre pour ne pas rire amèrement. Protéger les siens. Ces mots résonnaient dans ma tête, se superposant à sa voix enregistrée, disant « Meurs dans la rue ». Le plan était risqué et dépendait d'un timing parfait. Gracila avait engagé un technicien son, un jeune freelance, sous le prétexte qu'un client anonyme voulait faire un hommage surprise au lauréat. Le technicien, payé le triple de son tarif habituel, ne posa pas de questions. Sa seule tâche, remplacer la clé USB de la musique d'ambiance par la mienne au moment exact où le maître de cérémonie finirait de présenter la vidéo laudative de Ramiro. Je lui donnerai le signal, un simple geste de replacer mes cheveux derrière l'oreille gauche. Le dîner avança comme une lente torture. Je servis des canapés, remplis des verres, débarrassé des assiettes, tout en me faisant ronger par l'anxiété. Et si quelque chose tournait mal? Et si le technicien se dégonflait? Et si Ramiro me reconnaissait? Enfin, le moment arriva. Le maître de cérémonie monta sur scène et annonça d'une voix pompeuse l'instant que tous attendaient. La remise du prestigieux prix, valeur familiale de l'année, à un homme exemplaire, un pilier de notre communauté, Monsieur Ramiro y Fuentes. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Ramiro se leva, fit une révérence exagérée et monta sur scène, suivi de Laetitia et Marisol. Ils se tinrent ensemble, image parfaite de la famille réussie et heureuse. Les lumières de la salle baissèrent. Un écran géant descendit derrière la scène. Avant de remettre le prix, continua le présentateur, voyons une courte vidéo qui résume l'incroyable parcours et l'engagement familial de notre lauréat. Une musique inspirante commença. À l'écran, des photos de Ramiro sur ses chantiers, avec des politiciens locaux, puis souriant avec Laetitia et Marisol en vacances exotiques. Une production impeccable, un mensonge parfaitement emballé. Je cherchais des yeux le technicien son, installé dans une petite régie au fond de la salle. Il me vit. Nos regards se croisèrent une seconde. La vidéo touchait à sa fin. C'était maintenant ou jamais. Je pris une grande inspiration, levai la main et, d'un geste que j'espérais naturel, je remis une mèche derrière mon oreille. La dernière image de la vidéo s'effaça, Ramiro, Laetitia et Marisol enlacés sur fond de coucher de soleil. La musique inspirante monta à son crescendo puis s'éteignit. Le maître de cérémonie s'approcha du pupitre, prêt à remettre la statuette. Le public applaudissait poliment, certains essuyant une larme d'émotion feinte. Ramiro souriait, un sourire d'autosatisfaction pure. Laetitia avait les yeux brillants, enivrée par ce moment de gloire. Et alors, au lieu du silence attendu, les haut-parleurs de la salle émirent un léger bourdonnement. Un murmure de confusion parcourut les tables. Le maître de cérémonie jeta un regard nerveux vers la régie. Ramiro fronça les sourcils, son sourire disparaissant. Puis une voix emplit la salle. Ce n'était pas celle du présentateur. C'était une voix de femme, traînante d'alcool, pleine d'un mépris nonchalant. Tu nous as mis dans la bouche de tous les voisins. Marisol a honte d'aller à l'école. C'était ta faute, Sochi. Tu l'as provoqué. C'était la voix de Laetitia. Le silence qui tomba sur la grande salle fut total, dense, lourd. On entendait le bourdonnement de la climatisation. Les applaudissements s'étaient figés dans l'air. Laetitia devint pâle comme un fantôme. Sa main vola à sa bouche. Ses yeux s'ouvrirent dans une panique pure. Elle regarda Ramiro, qui la fixait d'une fureur glacée. Avant que quiconque ne réagisse,
une autre voix, une voix d'homme, un grondement brutal et plein de haine retentit dans les haut-parleurs. Je lui ai appris ce que c'est que la discipline, quelque chose que son petit papa bon à rien n'a jamais fait. La voix de Ramiro, reconnaissable entre toutes. Les murmures devinrent des halètements audibles. Les gens se regardaient, le visage mêlant incrédulité et horreur. Les téléphones portables se levèrent au-dessus des tables, leurs petites lumières rouges d'enregistrement clignotant dans la pénombre. Laetitia chancela et s'agrippa au bras de Ramiro. « Éteins ça » siffla-t-elle d'une voix croissante de terreur. « Fais qu'il l'éteigne. » Ramiro, rouge de colère, hurla vers la régie son. « Que diable se passe-t-il ? Éteignez ça. » Mais l'audio continua, implacable. C'était maintenant ma voix, à peine un murmure tremblant et suppliant. « L'hôpital, mon bébé. » Puis la réponse de Ramiro, claire comme du cristal, pour que tous l'entendent. « Tu devrais me remercier. Je t'ai enlevé un problème. Je t'ai rendu service. » Un cri étouffé se fit entendre depuis l'une des tables de devant. Une femme se couvrit le visage de ses mains. Son mari, un homme qui, quelques minutes plus tôt, félicitait Ramiro, le regardait maintenant avec une répulsion ouverte. Le fichier audio continua. Une symphonie de l'enfer. La voix de Laetitia disant « On a mieux à faire que de sauver une erreur. » Le son de mes propres sanglots. Et puis la phrase finale de Ramiro, celle qui avait scellé mon serment. Les gens me voient dans la rue et me saluent, dont Ramiro, quel plaisir de vous voir. Ils n'ont aucune idée de la leçon que j'ai dû te donner l'autre nuit. Ils croient que je suis un saint. L'enregistrement se termina. Un silence de tombe tomba sur la salle. Personne ne bougeait, personne ne respirait. L'image souriante de la famille exemplaire restait figée sur l'écran géant derrière eux, une moquerie grotesque. Ramiro était livide, les poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Laetitia tremblait de la tête aux pieds, ses paillettes dorées vibrant à chaque spasme. Marisol regardait son père, puis sa belle-mère, le visage pâle et perdu, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le sort se rompit. Le maître de cérémonie, balbutiant, essaya de dire quelque chose, mais sa voix se perdit dans le chaos grandissant. Les gens commencèrent à parler à voix haute, à se lever de leur siège. L'entrepreneur assis à la table de Ramiro se leva, jeta sa serviette sur l'assiette et s'éloigna sans dire un mot, avec une expression de dégoût absolu. La farce était terminée, la bombe avait explosé. Et maintenant, c'était mon tour de sortir de l'ombre. Je posai le plateau de boisson sur une table proche. Le tintement des verres fut le seul son aigu au milieu du grondement sourd qui remplissait la salle. J'enlevai lentement mon gilet de serveuse et le pliai avec soin. Puis je commençai à marcher vers la scène. La foule s'ouvrit devant moi. Personne ne m'arrêta. Tous les yeux étaient fixés sur moi, la serveuse anonyme devenue soudain le centre de l'attention. Je sentais des centaines de regards plantés dans mon dos, mais mon regard restait fixé sur un seul point. La scène où les trois monstres de ma vie se tenaient, paralysés par l'humiliation publique. Je montais les 3 marches de la scène. Mes pas résonnaient dans le silence tendu. Ramiro fut le premier à réagir. Son visage, auparavant pâle de choc, vira au rouge violacé. « Toi » rugit-il en me pointant d'un doigt tremblant. « C'est toi qui as fait ça, ingrate. » Il fit un pas vers moi. Son intention était clairement violente, mais 2 agents de sécurité de l'hôtel, déjà proches de la scène, s'interposèrent et lui bloquèrent le passage. J'ignorais Ramiro. Mon objectif était ailleurs. J'avançais jusqu'à n'être qu'à quelques mètres de ma mère. Elle recula comme si ma présence la brûlait. Son maquillage coulant lui donnait l'air d'un clown tragique. Ma voix, quand je parlais, ne trembla pas. Elle sortit claire, ferme, et résonna dans chaque coin de la salle grâce au micro que le présentateur avait laissé allumé sur le pupitre. « Bonsoir à tous », commençai-je, ma voix calme contrastant avec le chaos autour de moi. « Je m'appelle Sochil, et l'homme que vous venez d'honorer est mon beau-père. La femme à ses côtés est ma mère. » Un souffle collectif parcourut le public. Il y a un peu plus de 2 mois, continuai-je sans quitter Laetitia des yeux. J'étais dans cette ville, dans sa maison, tordu de douleur. J'étais en train d'accoucher. J'ai supplié, j'ai imploré ma mère de m'emmener à l'hôpital. Je marquai une pause pour laisser les mots pénétrer. Mais elle a refusé. Elle a dit que j'exagérais. Elle a dit que je salissais son sol. Et ensuite, cet homme exemplaire,
je désignai Ramiro d'un mouvement de tête. Ce pilier de la communauté m'a donné un coup de pied. Il m'a frappé dans mon ventre de 9 mois avec ses bottes de travail. L'horreur sur les visages du public était palpable. Certaines personnes se couvrirent la bouche. Ils m'ont jeté dans la rue, dis-je. Ma voix se brisa pour la première fois, mais je la maîtrisai aussitôt. Ils m'ont laissé saigner sur le trottoir pendant que ma fille mourait en moi. Je sortis de ma poche la petite photo de l'échographie. Je la tins en l'air pour que tous la voient, même si de loin ce n'était qu'une tache grise et blanche. Elle s'appelait Luna, et elle n'a jamais eu la chance de respirer, parce que la femme qui m'a donné la vie a préféré ses tapis propres et l'approbation de cet homme à la vie de sa propre petite fille. Je regardai enfin Laetitia droit dans les yeux. La terreur, la honte et une pointe de supplication s'y mélangeaient. Je t'ai supplié, maman, dis-je, et cette fois ma voix n'était que pour elle. Un murmure que le micro amplifia jusqu'à en faire un cri. Je t'ai supplié, et tu as choisi. Tu l'as choisi, lui. Ce fut le coup final. Laetitia s'effondra. Ses genoux cédèrent et elle tomba sur le sol de la scène, sanglotant hystériquement, sa robe dorée répandue autour d'elle comme une flaque de fausse richesse. À ce moment-là, les portes principales de la salle s'ouvrirent. Maître Gracila Reyes entra, encadré par 2 policiers de Monterrey. La justice venait enfin d'arriver à la fête. Le scandale de la « Gala por nuestro Nino » fit les choux gras de Monterrey pendant des mois. Les enregistrements, les vidéos prises au téléphone, tout devint viral. L'histoire de Ramiro y Fuentes, le philanthrope qui avait frappé sa belle-fille enceinte, et de Laetitia, la mère qui l'avait laissé faire, était sur tous les journaux et tous les écrans. Leur chute fut aussi spectaculaire que publique. Le procès fut rapide. Avec les enregistrements comme preuve principale, le témoignage d'Hector et mon propre récit, la défense de Ramiro s'effondra. Ils essayèrent de me faire passer pour une menteuse, mais les preuves étaient trop accablantes. Il fut déclaré coupable d'homicide au 1er degré et condamné à 20 ans au pénitencier de Topo Chico. L'image de lui, menotté et emmené hors du tribunal, le visage creusé et vaincu, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Laetitia n'alla pas en prison. Gracila expliqua qu'il était difficile de prouver sa complicité légale dans l'agression, mais sa peine fut, à bien des égards, pire. Elle fut condamnée par l'opinion publique. Elle perdit toutes ses amies, son statut social, l'argent de Ramiro. La dernière nouvelle que j'eus d'elle, elle vivait dans un petit appartement en location et travaillait comme caissière dans un supermarché. La honte devint sa compagne inséparable, une condamnation à vie. Marisol, entraînée par la disgrâce de ses parents, quitta l'université et partit dans une autre ville pour fuir le stigmate. Avec l'argent de la compensation civile que nous avons gagné au procès, je fis ce dont j'avais toujours rêvé. Je m'inscrivis à la faculté d'infirmière de l'UANL. Étudier devint ma thérapie, mon but. Chaque examen réussi, chaque geste appris, était une victoire sur le passé. 1 an après le procès, j'utilisai le reste de l'argent pour créer une petite fondation. Je l'appelais « La Lune de Xochitl ». Nous offrons un soutien juridique et psychologique aux jeunes femmes victimes de violences familiales. C'est un travail dur, souvent déchirant, mais chaque fois que nous aidons une fille à s'échapper de son enfer, je sens que la courte vie de ma fille prend un nouveau sens. Aujourd'hui, pendant que j'écris ceci, je regarde par la fenêtre de mon petit appartement. Les lumières de Monterrey scintillent au loin. Je ne ressens plus cette haine brûlante qui m'a consumé si longtemps. À la place, il y a un calme triste, une cicatrice qui sera toujours là, mais qui ne fait plus mal au toucher. Parfois, je visite la tombe de Luna. Je n'y vais plus pour faire des promesses de vengeance. Je lui apporte une fleur. Je lui parle de mes cours, des femmes que nous avons aidées avec la fondation. Je lui parle comme si elle était là, en train d'écouter. Je me suis rendu compte que la vraie justice n'était pas de voir Ramiro derrière les barreaux ou ma mère humiliée. La vraie justice, c'est ceci, je suis en vie, j'étudie, j'aide les autres. Je construis une vie sur les ruines de celles qu'ils ont essayé de détruire. Ils m'ont pris ma fille, mais ils n'ont pas pu me prendre mon avenir. On dit que le temps guérit tout, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas guérir un trou avec la forme d'un enfant. J'ai obtenu justice, mais est-ce que je trouverai un jour la paix complète? Qu'en pensez-vous?